il fait beau et Bouddha est avec nous. Cette fois-ci, j'ai envie de vous partager mon expérience en tant qu'asiatique vietnamienne et comment est-ce que j'ai réussi à avoir un 16 en philo au bac français. Et donc, à travers cette explication, je donne finalement mes secrets d'une bonne dissertation et résolution de problèmes, en tout cas dans mon point de vue, toujours. Euh, et vous saurez que finalement, plus tard, en fait, toutes ces techniques-là m'ont servi énormément. C'est pas que pour la dissertation, avoir une bonne note en philo, mais bien plus loin, les bases importantes pour aborder un problème, une problématique et finalement la vie, la relation humaine. Alors, ma situation de base, pardon, c'est que je suis née à Hanoï en 1986. Donc, cette année, j'ai 34 ans. Ça fait déjà 18 ans que j'habite en France. Et à 16 ans, à la fin de ma seconde, j'ai obtenu une bourse pour venir en France faire mes études. Donc, continuer la première terminale S, passer le bac. Donc, ça, c'était l'objectif de la bourse. Voilà, donc j'ai eu ma première comment dire, note français en France, donc en première. Mon premier devoir français, j'ai eu 6. Alors, quand j'étais au Vietnam, bon, ça va, moyenne, en dissertation en littérature vietnamienne. On nous a toujours dit, dans l'idéal, il faudrait faire un plan détaillé, suivre le plan, blablabla. Moi, je me dis, ouais, que dalle. De toute façon, moi, j'écris du moment que ce sont des belles phrases, que je recrache en fait les choses que j'ai entendues par le prof, et surtout si c'est l'idée du prof. Et ça s'enchaîne bien dans la dissertation, c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire de plan. J'ai jamais fait de plan de ma vie au Vietnam. J'ai toujours écrit au feeling comme ça. Et bon, je m'en sortais tout le temps. Alors, c'est ce que j'ai fait en France. Et la première note que j'ai eue, c'était 6. J'ai dit, ah ok, en fait, peut-être qu'il faudrait bien faire un plan. Et c'est là que je me suis attelée à comprendre et à analyser, mais comment faire une bonne dissertation en français. Et oui, effectivement, les Français ne rigolent pas. J'ai découvert en fait la philosophie en terminale et ça c'était Alléluia, le Graal. Parce qu'en fait, après ça, j'ai compris comment faire les choses en fait en général. J'ai compris un principe qui me permet finalement d'exploser également mes notes en mathématiques. J'avais que des 19 et des 20 et ça m'a aidé également dans les autres matières. Mais quelle est cette relation entre la philosophie et les maths? What? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer ici et peut-être que vous allez faire le lien. Sinon, je ferai aussi une autre vidéo pour expliquer mes secrets voilà, en mathématiques. Alors, revenons déjà à la dissertation de philosophie. Ce que c'est une dissertation déjà. Une dissertation, c'est un exercice d'argumentation organisé en 3 parties, introduction, développement, conclusion, d'après une problématique. Alors, on va prendre l'exemple de cette dissertation demandée en philosophie. Les lois sont tout le temps nécessaires pour maintenir la paix d'un peuple. Qu'en pensez-vous? Voilà. Donc ça, c'est l'exercice qu'on va traiter aujourd'hui, par exemple. Et il faut savoir également que pour donner différents arguments, puisque là, c'est le sujet d'une dissertation, donner différents arguments ou différents points de vue de cette problématique énoncée, on a besoin de comprendre la phrase énoncée. Si on ne comprend pas ce qu'on demande, comment est-ce qu'on peut répondre, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, il y a besoin de décortiquer le problème. Ce qui veut dire que la première chose à faire, en tout cas dans mon conseil, c'est, avant de se lancer dans une écriture, une réflexion quelconque, c'est de comprendre chaque mot dans l'énoncé. Remarquer les différentes nuances qu'un mot peut avoir et dans quel contexte. Donc là, du coup, le dictionnaire était mon meilleur ami, presque. De toute façon, je venais du Vietnam, donc je ne connaissais pas tous les mots en français, donc il fallait étudier, comprendre. Et c'est important de ressentir toutes les dimensions, analyser toutes les dimensions du mot. Le temps, l'espace, qui, quoi, où, quelle ampleur, dans quel contexte, etc. Par exemple, si on parle des lois, rien que le mot « les lois », c'est quoi la définition des lois? Qui a créé les lois? Est-ce que c'est toujours l'homme? Et qu'en est-il pour les lois de la nature?
Est-ce qu'une loi, c'est forcément écrite, construite? Est-ce qu'une loi peut être implicite? Qu'est-ce qui détermine une loi? Il y a énormément de questionnements autour de ce mot les lois. Et en plus, les lois, pourquoi pas la loi? Voilà. Donc, finalement, en plus, dans cet énoncé, de quelle loi on parle? Et en plus, alors je répète, hein, l'énoncé, c'est les lois sont tout le temps nécessaires pour maintenir la paix d'un peuple. Ah, attends, il y a le mot tout le temps. Mais tout le temps, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'exception. Et puis, même quand on parle de maintenir, qu'est-ce que ça veut dire maintenir? Et que veut dire la paix? Le peuple, qu'est-ce qui qualifie la paix? Un peuple. Voilà, il y a énormément de choses à considérer. Et cette base est super importante pour poser après les différents points de vue. Donc, d'abord, c'est l'introduction. Dans l'introduction, déjà, je peux mettre mes bases et les hypothèses de ce que je comprends de l'énoncé. Une fois que j'ai fait ma petite réflexion, recherche des mots, des significations, triturer les mots dans tous les sens, etc. Je peux dire, par exemple, effectivement, il y a plusieurs lois qui existent, les lois de la nature, les lois de l'univers, et dans la dissertation, finalement, je vais traiter uniquement des lois écrites par l'homme. Voilà, c'est peut-être une piste, par exemple. Je peux également, dans l'introduction, poser les différents questionnements qui me sont apparus et qui vont être traités dans le développement. Par exemple, la notion de tout le temps implique de manière implicite que c'est tout le temps le cas, c'est toujours le cas, qu'il n'y a pas d'exception. Est-ce que c'est vrai? Et nous irons voir dans l'histoire s'il y a des exceptions. On peut aussi choisir d'orienter le développement plus sur la notion de la paix. Qu'est-ce que c'est la paix? Ici, il y a ici en fait une sorte d'importance des lois pour maintenir la paix. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui pourraient jouer, qui pourraient rentrer en jeu? Et même, on peut aussi, en fait, au lieu de faire le focus sur les lois ou la paix, de faire le focus sur le peuple. Mais voilà, les questionnements, mais qu'est-ce que c'est un peuple? L'importance des lois et la paix dans un peuple. Donc, le contenu du développement dépend vraiment des questionnements posés lors de l'introduction. Quel focus on a envie de donner et sur où on met l'accent. Donc, par exemple, je vais vous illustrer par juste la manière dont je lis la phrase et vous verrez vers où je mets l'accent. Donc, je répète, les lois sont tout le temps nécessaires pour maintenir la paix d'un peuple. Donc là, je mets l'accent sur les lois. Après, je peux dire, les lois sont tout le temps nécessaires pour maintenir la paix d'un peuple. Donc là, je mets l'accent sur la paix. Ou sinon, les lois sont tout le temps nécessaires pour maintenir la paix d'un peuple. Voilà, donc j'ai mis l'accent par exemple sur nécessaire et sur peuple. Donc qu'est-ce qui est nécessaire par exemple pour un peuple, pour la paix d'un peuple, etc. Donc tout ça, c'est à vous de choisir dès le départ, dans l'introduction. Et en fonction de cette direction, vous voyez, vous faites, au départ, vous balayez large, vous faites un scan, et puis après, je vais par là, ou je vais par là. Et puis après, mon développement va aller par là. Et la conclusion, peut-être qu'après, ça vous permet d'élargir la fin. Donc ça, je vais vous en parler plus tard. Donc, le développement, on a oui, non, mais... Alors concrètement, ça veut dire quoi? En fait, ça vous invite à regarder une chose ou une problématique sous plusieurs angles. Pourquoi est-ce que je pourrais être d'accord avec une problématique? Ça, c'est le oui. Dans quel contexte? Dans quelle définition? Quelle époque? Quel point de vue? Voire même pour quel objectif? Par exemple ici, vous voyez, hop, là j'ai ça. Si par exemple dans cet énoncé, je dis, ou ici c'est mieux, voici un cercle. Ah bah oui, effectivement, c'est un cercle. Vu de ce positionnement, c'est complètement un cercle. Si on revient justement par rapport à notre exemple de loi, dans l'affirmation, les lois sont tout le temps nécessaires pour maintenir la paix d'un peuple, eh bien, vous pouvez citer cette situation
quand justement, en fait, en absence de loi, c'est la bérésina, c'est la catastrophe. Vous pouvez aussi, citer des exemples concrets dans le monde du travail, de la famille, de l'entreprise, qui est peut-être aussi finalement une mini représentation d'un peuple. Si déjà dans un petit groupement ça met entre guillemets «la merde», en absence de loi clairement écrite et signée, bah, du coup, dans un peuple, imaginez, ce que ça pourrait être, par exemple. Donc là, on a parlé du oui. Donc, dans quel cas cette affirmation est vraie? Le non, eh bien, dans quel cas, bah, finalement, elle n'est pas si vraie que ça. Elle nous déplace, elle nous invite, ce non nous invite à déplacer notre angle de vue. Dans quelles conditions ce qui a été énoncé n'est plus vrai? Donc, je reprends toujours mon U au boom, c'est mon haut-parleur. Eh bien, en fait, regardez, là, effectivement, c'est un cercle. Oui, mais si on le regarde autrement, si on ne regarde pas d'en haut, mais de côté, comme ça, eh ben non, ce n'est plus un cercle, c'est un cylindre. Et même, regardez, si je le montre comme ça, effectivement, bah oui, c'est rose. Mais si je le montre comme ça, bah non, c'est plus réellement que rose. Et ouais, donc en changeant d'angle de vue, eh bien, en fait, les choses sont différentes. Et là, vous exposez un autre angle de vue pour laquelle l'énoncé n'est plus peut-être aussi vrai. Et dans notre affirmation, les lois sont tout le temps nécessaires pour maintenir la paix d'un peuple. Vous pouvez citer par exemple les cas où les lois existent justement, mais qui sont tellement rigides, voire absurdes pour l'humain, qui est dans l'irrespect en fait du fonctionnement naturel de l'homme, de son ressenti, eh bien, qui mène peut-être aussi une sorte de robotisation à la négation en fait de notre nature et de notre relation dans le cœur et l'authenticité. Justement, ces lois mènent au contraire vers une révolte au fur et à mesure. À la longue, quand ça tire trop, ça casse. Donc, à chaque fois, au final, vous vous mettez en fait dans un point de vue et vous développez votre point de vue dans l'angle en question. C'est-à-dire, vous décrivez simplement, si vous mettez ici, vous voyez ça, le cercle est comme ci, comme ça, et hop, si vous mettez là, du coup, je vois le cylindre comme ci, comme ça, dans telle situation, blablabla. Et enfin, le mais. Le mais nous invite à prendre du recul. Et on se rend compte que les choses ne sont pas si noires, soit noires, soit blancs, d'une manière nette et précise, prédéfinie, et que les choses ne sont pas réellement dans les cases d'une manière définitive. Et que effectivement, tout dépend de notre point de vue, de notre référentiel. On peut exposer également des exemples où l'affirmation par rapport aux lois en question est ni vraie ni fausse. On peut exposer en fait une troisième alternative, voire même d'autres alternatives qui pourraient exister. Exemple dans notre affirmation, eh bien, dans quel contexte la paix peut être maintenue en ne respectant pas forcément la loi écrite? Ou bien, par exemple, pour maintenir la paix, est-ce qu'il y a peut-être autre chose qui est plus important que les lois? Comme, je ne sais pas, l'envie de respecter chaque être humain, l'écoute, la parole, la communication de telle ou telle manière. Et en fait, ça me fait poser aussi certaines questions. Dans quel cas, finalement, l'homme se sent en paix? Et les paramètres de la paix chez l'homme, qui pourraient finalement, en fait, permettre de définir les paramètres pour établir une loi qui pourrait maintenir la paix. Vous voyez? Et là, en fait, vous ouvrez finalement le questionnement sur la paix, alors que le focus avant, c'était une dissertation dans le focus de la loi. Et déjà, ce dernier point d'ouverture est déjà un point d'ouverture pour la conclusion. Donc, ça amène vers la conclusion. La conclusion résume en fait vos différents points de vue. Le oui, non, mais. Et dans la conclusion, vous répondez en résumé les différentes questions qui ont été posées en introduction. La fin de la conclusion, en général,
En fait, moi, j'aime bien mener vers une autre réflexion, un autre point d'ouverture ou de questionnement. Si on a traité, par exemple, le questionnement sur les lois pour la paix, eh bien, mon ouverture pourrait être justement sur la paix. Pourquoi ce questionnement de la paix pourrait prendre une telle importance, etc. Si votre focus ou débat dans le développement était sur la paix, par exemple, eh bien, vous pouvez ouvrir dans ce cas sur les lois. Et puis, il y a une multitude de manières pour mener vers cette ouverture. En tout cas, ça vous invite à dire que la réflexion peut continuer. Et voici le questionnement, le thème que je vous propose, et cela fera l'objet d'une autre dissertation. Tadadam. Et donc là, celui qui note, il dit « Ah ouais, c'est très intéressant, j'ai envie d'en savoir plus », et il vous met une bonne note. Peut-être, je ne sais pas. Bon, en résumé, ce que vous devez retenir, c'est qu'en dissertation, on évalue plutôt votre capacité de réflexion, d'adopter différents points de vue, peu importe si la personne qui vous note est d'accord avec vous ou pas, c'est pas le plus important. C'est le fait de pouvoir se positionner dans cet angle assez large de point de vue, de remettre en question ce qui est exposé, de remettre en question vos certitudes. D'ailleurs, ça vous demande aussi d'être très attentif à chaque mot utilisé, à sa place dans la phrase, comment ça a été énoncé, ses différents sens. C'est au final, c'est au final travailler votre écoute, travailler votre observation, votre ouverture d'esprit. Et tout ça, ça ne sert pas qu'en dissertation. Ça sert dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui crée votre différence. C'est super utile également aussi dans la résolution de conflits et dans la relation de tous les jours. Personnellement, quand j'ai adopté ce réflexe, eh bien, cela a changé ma vie. Mes notes se sont envolées d'une manière exponentielle et les choses sont devenues bien plus faciles en fait. Et je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo comment est-ce que je fais en mathématiques. Donc pour information, j'ai eu peut-être 19 au bac, j'ai eu des 20 en prépa. Euh, et c'est faisable. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous semble utile à d'autres personnes également. Mettez également vos commentaires. Abonnez-vous si vous le souhaitez à ma chaîne pour recevoir la notification d'autres vidéos. Et même si vous avez des suggestions d'autres vidéos, faites-moi un commentaire et cela me motiverait également pour faire d'autres vidéos à votre demande. Je vous fais un grand bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!